elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance. Je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Donald Trump. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crient-elles ? Que rêvent-elles ? Que lisent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Lolita Peel. Les petites filles sont pas des créatures très importantes dans le monde, je pense. Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à poser le nom, le beau nom grave de tristesse. C'est un sentiment si complet, si égoïste, que j'en ai presque honte, alors que la tristesse m'a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l'ennui, le regret, plus rarement le remords. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi comme une soie, énervante et douce, et me sépare des autres. Bonjour tristesse, Françoise Sagan, 1954. Le succès était disproportionné au livre. C'est-à-dire, c'était un petit livre bien écrit. Ça a fait un tel foin que ça m'a paru quand même, à moi-même, ridicule. Ça il y avait un côté grotesque sur ce livre. D'abord, c'était pas un livre scandaleux. Deuxièmement, c'était pas un livre spécialement amoral. Oui, vous aviez 17 ans. Oui, mais même maintenant, les gens de 17 ans écriraient des choses bien plus corsées, souvent, je veux dire. Avec Lolita Peel, on a parlé de corps, d'âme et d'enfer. Et je me suis dit, ils sont fous. Lolita Peel, vous êtes écrivaine, vous êtes aussi un mythe. Vous et moi, on est dans une chambre d'hôtel parisienne, pas très loin des Champs-Élysées, dans un lieu très luxueux qui pourrait être l'un des décors de votre premier roman, Hell, que vous avez vendu à près de 170 000 exemplaires dans le monde et qui a fait de vous l'autrice d'un classique. Vous aviez 18 ans. Vous avez publié ensuite Bubblegum, puis Crépuscule-Ville en 2008. S'en est suivi un long silence de 11 ans. Vous revenez aujourd'hui, en 2019, avec Elena et les joueuses, un roman que j'ai dévoré presque d'une traite. Il est bourré de fulgurances, de phrases d'une vérité troublante, que j'imagine on ne peut cisailler qu'au prix d'un exil d'ermite comme celui que vous êtes octroyé. Pour ma part, celle-ci, les gens sanglotent la nuit tellement ils ont besoin de toucher quelque chose, m'a transpercé le cœur. C'est un roman plein de brèches où poussent des pâquerettes et des myosotis. Merci pour ce livre, Lolita. Il y a beaucoup à en dire et on va prendre le temps de le faire tout à l'heure. Vous avez écrit il y a quelques jours sur Instagram, la veille de sa sortie, qu'il marquait la fin d'une longue saison en enfer, en référence au titre d'un recueil d'Arthur Rimbaud qu'il a publié à l'âge de 19 ans. Nous sommes le 22 mars, il est en librairie depuis 2 jours. Comment vous sentez-vous, Lolita ? C'est un peu double, enfin, je passe de l'ombre à la lumière. Je mets un certain temps à réaliser. Ça va si je me tais pendant 25 secondes pour réfléchir ? Ça va carrément. Je suis heureuse que le livre soit lu. Il est en train d'être lu. Je suis heureuse que une expérience qui a été très intérieure, très recluse pendant des années, sorte au grand jour, aille dans le monde, pénètre d'autres esprits, d'autres chambres, et qu'un écho, que ce que j'avais dans le cœur quand j'ai écrit suscite peut-être un écho dans d'autres cœurs. Alors ça me rend heureuse et je pense
que c'est la joie des écrivains. Même avant que ça ait lieu, même pendant le travail, c'est cette perspective-là qui crée la tension du travail, qui est déjà... c'est la préexistence de ça qui forme les joies qu'on éprouve quand on trouve quelque chose, une idée, un mot juste, une situation juste, une réfutation de quelque chose de faux, par exemple à propos des femmes. C'est cette joie-là qui est au bout du tunnel. Et là, après qu'elle a été une lueur un peu lointaine, je suis en train de rentrer dans cette lumière. Elle est en train de m'éblouir. Il était long le tunnel, il y a quand même de quoi être ébloui. Il était long, mais il n'a pas été si noir. Il a été traversé d'éclaircies quand même intenses. Qui sont les joies de la création, qui sont réelles, qui sont fortes, et qui sont plus fortes, tellement plus fortes que finalement les joies ensuite qu'on peut éprouver quand le livre sort et qu'on obtient un peu d'attention. Je suis très heureuse, le tunnel n'a pas été si noir, et je pense que enfin c'est une expérience assez courante, je pense, dans l'existence de n'importe qui, pas forcément dans l'existence d'un écrivain, que les années de tension, les années de travail qui tendent vers un but, il faut les vivre. Et une fois que ce but est atteint, on se rend compte que cette tension-là, c'est la joie même, c'était la vie même. Ouais. Voilà. Alors, Lolita, dans cette émission, on essaye de rembobiner un peu, de retracer les parcours pour comprendre comment les femmes qui font le XXIe siècle sont arrivées où elles sont aujourd'hui. Donc, Lolita Pil, vous avez grandi à Boulogne, si je ne me trompe pas. Oui. C'était comment de grandir à Boulogne ? C'était une enfance très ordinaire, je pense. Boulogne, c'est une ville double. Mon père en parlait d'ailleurs avec une certaine fierté de cette ville qui était, dont une partie était une campagne fastueuse et l'autre partie était une ville ouvrière. Donc il y a le Boulogne de Roland-Garros et il y a Billancourt qui est une ville ouvrière. Il y a un mot de Sartre très célèbre qui dit « il ne faut pas désespérer Billancourt ». Et Boulogne, ça a été la réunification de cette ville-là. Il y a une dualité dans cette ville qui reproduisait ma dualité sociale. Mon père est d'un milieu bourgeois et lettré. Ma mère est la fille d'un agent secret français qui a épousé la jeune femme vietnamienne qui lui faisait la cuisine quand il était en poste à Saigon pendant la guerre, pas pendant la Deuxième Guerre mondiale, peut-être pendant la guerre d'indépendance, la guerre d'Indochine. Ouais. Et donc, la sale guerre, je crois qu'on l'appelait la sale guerre. Boulogne était une ville double et socialement double. J'étais une enfant socialement double qui grandissait, pareil, dans cette alternance, cette succession, ce mélange. Il y avait des grandes tours, des ponts, des ouvrages d'art modernes, urbains, quasi brutalistes, et des petites ruelles bucoliques avec des vieilles maisons de Meulière, des maisons de briques qui étaient probablement les maisons des contremaîtres des usines de Billancourt. Donc on passait comme ça d'une rue à une autre de cette cité urbaine, cette cité urbanisée à cette quasi-campagne qu'on trouve parfois en banlieue. C'est intéressant, cette dualité entre un père de bonne famille et une mère dans un milieu plus populaire. Vous en aviez conscience quand vous étiez petite ? Vous aviez cet écartèlement en vous déjà ? Oui, bien sûr. Alors quand j'étais petite, pour dire ça de manière pratique, un dimanche sur deux à peu près, on
on allait déjeuner chez l'une ou l'autre de mes grands-mères. Donc un dimanche, j'allais déjeuner chez la mère de mon père à Neuilly, où j'empruntais des livres de Balzac ou de Proust. J'ai lu assez tôt du côté de chez Swann. Et on mangeait Kouglof. Et le dimanche d'après, j'allais chez mon autre grand-mère vietnamienne en Seine-Saint-Denis, qui habitait dans un HLM. Et on mangeait du poulet au curry, ça sentait le curry. Et elle parlait très mal français et écrivait très mal le français. Donc, ces 2 héritages, je ne sais pas si on peut appeler ça des héritages. Oui, appelons ça des héritages. Ces 2 héritages que je veux, enfin que je ne renierai ni l'un ni l'autre, et mon identité, c'est tant est qu'il y en a une, puisque l'identité, ça vient du même, ce qui est le même. C'est tant est qu'une identité puisse être aussi partagée, aussi divisée. J'ai en moi cette grand-mère. Vous aviez les 2 bras écartés en décrivant ces recettes de repas du dimanche comme des ailes qui se déploient. C'est plutôt joli. On vous parlait comment quand vous étiez petite? Qui serait on? Ce serait vos parents, mes parents. Les gens qui vous ont éduqué? On me parlait peu. On me parlait pas, en fait. Ils ne me parlaient pas vraiment. Il n'y avait pas vraiment de communication dans ma famille. Donc, et puis, mon père pouvait parler très durement, en vérité. Ça m'occupe beaucoup en ce moment. Je pense beaucoup à ça en ce moment. Au langage, à la manière dont la réalité se construit autour d'une conscience naissante par le langage, par la façon dont on s'adresse à cette conscience. Les petites filles sont pas des créatures très importantes dans le monde, je pense. En tout cas, au moment où j'ai grandi, je crois pas qu'on comptait beaucoup sur les petites filles, surtout sur les petites filles hirsutes, comme moi j'étais, pour perpétuer et transformer le monde, lui donner ses innovations architecturales, ses grandes œuvres, ces nouvelles formes de société, ces exploits sportifs, tout ce qui font la grandeur et la vie de l'humanité. Je ne crois pas que c'est des espoirs qu'on faisait reposer en les petites filles à l'époque où j'ai grandi. Et donc, c'est un peu difficile, je pense, pour une petite conscience en formation de se lier au monde en ne sachant pas très bien ce qu'on attend d'elle, ce qu'elle pourra lui apporter. Votre papa était architecte, c'est marrant que vous ayez... Enfin, c'est marrant, mais c'est pas surprenant que vous ayez utilisé cet exemple. On n'attend pas d'une petite fille qu'elle construise des tours, quoi. Ouais. Non, c'est vrai. Ouais. J'y ai pensé au moment où je l'ai dit. Je me suis dit, tiens, c'est drôle. Oui, parce que forcément, on en parle, alors mon esprit vagabonde et s'arrête sur mon père. Et donc la littérature, vous nous l'avez rappelé, est rentrée dans votre vie assez jeune. J'ai lu que vous vous décrivez comme une petite fille obsédée par les livres. Donc c'était une enfance assez solitaire. Oui, c'était une enfance solitaire. Il est possible, mais c'est pas nécessairement une loi, que la plupart des écrivains et des écrivaines aient une enfance solitaire. Mais pas nécessairement. Je lisais Freud il y a quelques jours, et un livre très intéressant qui s'appelle Totem et Tabou, qui parle des sauvages. Et je lisais un parallèle intéressant de Freud entre la pensée sauvage et l'art, que c'est le lieu pour un sujet de la toute-puissance des pensées. C'est-à-dire pour le sauvage, sa pensée est tellement forte qu'elle peut tuer son ennemi. Qu'elle peut tuer son ennemi ou faire pleuvoir, ou enfin son désir et sa pensée ont un effet, sont la cause des phénomènes. Et cette toute-puissance, elle se retrouve dans l'art, donc dans la littérature. Un enfant solitaire et impuissant, comme je pouvais l'être, rencontre la puissance, la toute-puissance, une puissance qui traverse les murs, va au-delà des mers, en 1 heure ou 2 heures de lecture, fait défiler toute une vie humaine,
avec ces très grands événements. Et c'est probablement cette toute-puissance-là qui m'a fascinée comme lectrice et ensuite comme autrice. Vous êtes une enfant un peu sorcière. Moi, je trouve que ça dit ça. C'est ce côté un peu magie. Le fait de pouvoir tordre le monde par sa volonté, c'est la magie, en fait. J'ai l'impression. C'est vrai, et puis j'avais vraiment, en tout cas, la coiffure d'une sorcière. Des longs cheveux noirs très emmêlés, avec des nœuds. Votre maman, c'était quel genre de femme? Vous m'avez assez peu parlé d'elle, en fait. Ma mère, à qui je dédie mon livre d'ailleurs, Ouais. ma mère était secrétaire. Elle n'avait pas son bac. Et moi, non. Et moi, j'ai mon bac, si, j'ai mon bac. si, quand même. Mon père a fait des études supérieures. Et ma sœur aussi. Ils doivent avoir 6 ans d'études après le bac. Ma mère n'en a pas fait et moi non plus. C'est-à-dire, notre famille était double et un enfant a reproduit le père. Et moi, d'une certaine façon, j'ai reproduit ma mère en ne faisant pas d'études supérieures. Ma mère s'est dévouée à nous. Et ma mère a supporté, a tenu avec son corps toute cette maisonnée. Ma mère a tout fait pour nous. Et ce mérite-là, on l'a peut-être pas reconnu tout de suite. Notre père était très beau, très chic. Il lisait, allongé. Il avait toujours la migraine, une couverture sur les genoux. Et on avait une forme d'admiration, de respect. Et pendant ce temps-là, ma mère trimait pour nous habiller, nous nourrir, nous faire partir en colonie de vacances, nous distraire. Mais évidemment, il y a le somptuaire et il y a le nécessaire. Et il faut un esprit très aguerri pour reconnaître la nécessité et pour reconnaître la grandeur du nécessaire à côté du somptuaire. Je ne voudrais pas faire des parallèles politiques douteux, mais tous ceux qui fournissent le travail nécessaire, que ce soit dans une famille ou dans une société, ne sont pas reconnus. Ils sont méprisés, on les injurie. C'est dégueulasse. Est-ce que t'as froid? Oui, j'ai froid, je vais remettre mon pull. Attends, je vais te le chercher. Je vais peut-être prendre mon café aussi, ça va me réchauffer. Tu veux qu'on t'en refasse un? Mets-toi bien. Je te vois toute tremblante. En Tu fait, veux que je je te me- fasse un petit café? Ouais, je veux bien. Je te le fais une petite pause. Je me mets souvent à trembler quand je suis dans une espèce de... C'est la fatigue, ça. Dans une espèce de... Ça va, je suis pas trop lente. Merci, meuf. Oups. Ne change rien, aucun stress, c'est super, le rythme est très bien. On a tout notre temps et c'est le principe. Hein. C'est Ok. Cool. Poursuis. Ouais. C'est troublant de vouloir vous imaginer adolescente parce qu'on vous a tellement assimilé à votre personnage dans Elle, on peut pas s'empêcher d'imaginer une gamine précoce, fêtarde et arrogante. Est-ce que vous étiez cela? J'ai pu l'être par moments. C'est-à-dire une sorte d'alternance d'un orgueil démesuré et d'une humilité angoissante, quasi chrétienne. Et donc, j'ai pu être ivre de l'orgueil d'avoir 13 ans ou 14 ans, d'avoir un corps neuf, un corps certes frêle, mais fort, capable de ne pas dormir pendant 2 jours, de faire du stop, de monter dans toutes les bagnoles, de prendre des risques débiles, de m'embrouiller avec des gars, et de casser le matériel, enfin... Donc, c'est une partie de moi, en effet. Après... C'est quoi les autres adjectifs? Vous avez mis précoce, fêtarde et arrogante. Fêtarde, la fête elle-même, c'est peut-être le phénomène le plus ambigu, le plus ambivalent de toute l'humanité. La fête provient du sacrifice. Je recommande le livre de Bataille qui s'appelle La part maudite à propos de la fête. Qu'est-ce que c'était la fête à Paris quand j'avais 15 ans? J'imagine que ça l'est toujours, j'imagine que ça l'est depuis toujours et que ça le sera toujours.
c'était une sorte d'holocauste, c'est-à-dire une mise à feu de cette... mettre le feu à tout ce qu'il y avait en soi d'inutile ou de... non, pas d'inutile. De mauvais, peut-être. Ouais. Une forme d'expiation, un peu. Pas vraiment d'expiation, de combustion, Ouais. de purification. Ouais. J'ai pas beaucoup fait la fête pendant les 10 dernières années, là. Je ne sais plus faire la fête. Mon corps n'a plus l'habitude. Mon corps ne comprend pas ce que c'est que l'alcool. Je lui en donne, il me dit, mais Pourquoi? qu'est-ce que c'est que ça? Ça me fait pareil en Ça ce fait moment. mal. Et à chaque fois que je fais la fête, même si je me fais mal le lendemain, je suis bien. Mm. Je suis libérée de quelque chose. Euh, je me souviens que les vétérinaires du 19e siècle, dans les romans que je lisais quand j'étais petite, avant de devenir une adolescente, éventuellement fêtarde et arrogante, pratiquaient beaucoup la saignée. Les vétérinaires et les médecins, d'ailleurs. Ouais. La saignée des humeurs. Ouais. Alors, il y avait ces chevaux fiévreux, ou ces humains fiévreux. Ces femmes, surtout. Et là, le vétérinaire arrivait, leur donnait un coup de serpe. Le sang jaillissait, et le cheval allait beaucoup mieux. La saignée des humeurs. Donc, voilà ce qu'était la fête. Ouais. Il y a beaucoup d'humeurs à saigner, je pense. Aujourd'hui, à Paris, dans le monde, s'il n'y avait pas la fête, on serait tous en train de s'entretuer. Hein. Mais d'ailleurs, j'ai adoré voir la fête faire son... Voilà, elle apparaît dans Helena et les joueuses. Il y a un moment, les deux personnages principaux débouchent de la vodka et il y a quelque chose qui jaillit, qui rappelle un peu elle. Et que j'ai été heureuse de le retrouver parce qu'il m'a semblé que c'était aussi une façon pour vous de souligner ce que cette fête vous avait apporté et continuer à vous apporter. J'ai bien aimé cette résurgence-là. On m'a tellement assimilée à ça, Ouais. à un roman que j'avais écrit sur les clubs. Ouais. Évidemment, pour la critique littéraire alors en place, et dont je suis heureuse d'annoncer qu'elle l'est toujours, Ok. qu'ils ne sont toujours pas morts, qu'ils sont toujours là, et qu'ils n'ont pas changé, c'était pas un sujet. Le clubbing, c'est pas un sujet de littérature. La guerre de 14, voilà un sujet. Ouais. Peut-être qu'il faut un tout petit peu resituer Elle pour les personnes qui écoutent l'émission et qui ne l'auraient pas lu. C'est un roman qui raconte l'histoire d'une jeune femme de 16-17 ans qui sort tous les soirs, qui dépense énormément d'argent, qui prend de la drogue, qui boit, et qui trouve un étourdissement et une espèce de folie dans cette fête qui a évidemment, je dis évidemment, c'est un peu cliché de dire ça, mais en tout cas qui l'emmène vers une fin plutôt tragique. Et moi, je l'ai relu. J'ai eu envie de le relire parce qu'évidemment, je l'avais lu à l'époque. Et j'avais le souvenir du phénomène littéraire que c'était. Enfin, je sais pas si les personnes qui écoutent l'émission s'en rappellent, mais vous étiez vraiment sur toutes les lèvres. Si les personnes qui écoutent l'émission étaient nées. Voilà. Déjà, il faut voir ça parce que nous sommes des vétéranes. Mais il était sur toutes les lèvres, il était dans toutes les mains. Je me rappelle qu'il y avait un été où il fallait absolument avoir Elle dans les mains au bord des piscines. C'était vraiment un énorme phénomène éditorial. Enfin, 170 000 exemplaires vendus. C'est rarissime en littérature. C'est extraordinaire. Il a été traduit dans plein de langues. Et moi, en le relisant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était Bonjour Tristesse, quoi. Il y a tellement de points communs entre ce roman et le roman de Françoise Sagan. Déjà, l'âge de la personne qui l'a écrit, elle avait 19 ans quand elle a écrit Bonjour Tristesse. On est pile 50 ans plus tard. Bonjour Tristesse, c'est 54. Ouais. Elle, c'est 2004. Non, c'est 2002. Ah, c'est 2002. 2002. Bon, on est presque pile on 50 est pile ans plus 48 tard. ans plus tard. Pile 48 ans, c'est peut-être intéressant beaucoup aussi. plus important. Et il y a ce côté, écriture éclair, cette désinvolture, puis le souffre qui a suivi la publication du livre. Ça vous parle quand je fais cette comparaison-là? Est-ce que ça vous flatte déjà un peu? Avec Sagan? Ouais. Non, pas du tout. Je vous réponds franchement. Je trouve que Bonjour Tristesse, c'est un vrai roman. Je trouve que Sagan est clairement, non pas un vrai écrivain, mais une vraie écrivaine. Après, je ne sais pas très bien de quelle manière, en féminisant la chose, on retrouve le même pouvoir de reconnaissance. J'aime Bonjour Tristesse. C'est un roman très nonchalant. Elle n'est pas du tout nonchalant. Il y a une véhémence dans mon livre qu'il n'y a pas du tout chez Sagan. Sagan est très chic.
Moi, je ne suis pas chic. En tout cas, à 17 ans, je ne l'étais pas du tout. C'est-à-dire, après, on se fatigue et on devient un peu plus chic. Mais Bonjour Tristesse, Sagan, c'est chic. Elle, c'est un roman qui reflète beaucoup plus la société que son autrice. Elle, ce roman que j'ai écrit, en effet, en terminale, ça a été... bizarrement, c'est parti d'une figure de style que j'avais apprise en première. Alors j'adorais le français, les termes techniques, une démonstration par l'absurde. C'était le truc de Montesquieu sur les Noirs, où il poussait jusqu'à l'absurde les préjugés de la France de son époque contre les humains à la peau noire. En exacerbant tellement, je me souviens plus, donc je pourrais pas très très bien en parler. Je me souviens que cette démonstration par l'absurde m'a intéressée. Et à ce moment-là, donc sortie de mes romans du 19e siècle avec des chevaux qu'on saignait et tout ça, découvrant les clubs, découvrant le gaspillage stupéfiant d'argent, cet holocauste d'argent que pratiquait dans la fête parisienne, et découvrant aussi le regard des représentants de l'autre sexe sur une gamine de 15 ans que j'étais, mon monde a quelque peu vacillé. Et il y avait la publicité, les représentations des jeunes filles, des jeunes femmes dans la publicité, dans les films, dans les magazines. Je voyais cette injonction. Je ne sais pas si injonction est le mot, ou cette suggestion, ou presque cette obligation. Ce personnage de jeune femme qui est encore l'héroïne de toute la publicité. Une publicité qui a une force culturelle bien plus forte que la littérature ou que le cinéma ou que n'importe quoi d'autre. Elle s'impose aux yeux de tous, dans la ville, partout. La publicité crée les valeurs. Ouais. La publicité, le luxe crée les valeurs, en somme. Et j'ai voulu procéder à une sorte de démonstration par l'absurde, en poussant cette injonction jusqu'à l'absurde. Cette injonction d'être une fille très belle, très riche, très décadente. Et voir un personnage monstrueux, s'il en est, et voir ce qu'il en était de l'intérieur, de l'âme, du bonheur. J'en parle pas très bien, là. Je suis un peu confuse. C'était il y a longtemps. Hitchcock a dit quelque chose à propos de Marilyn. Il n'a jamais fait tourner dans ses films. On connaît la passion de Hitchcock pour les blondes froides, la fameuse blonde hitchcockienne. Et il n'a pas fait tourner Marilyn. Pourquoi ? Parce que, répond Hitchcock, poor Marilyn had sex written all over her face. La pauvre Marilyn avait le sexe écrit partout sur la figure. Ce qui est très amusant, c'est que cette affirmation est complètement projective. Je pense que pour un éléphant, ou pour un enfant, ou pour un extraterrestre, Marilyn n'a pas le sexe écrit partout sur la figure. Pour moi, Marilyn n'a pas le sexe écrit partout sur la figure parce que, pour moi, l'objet sexuel sont les hommes. Marilyn a le sexe écrit partout sur la figure par Hitchcock, pour la raison que c'est Hitchcock qui lui écrit le sexe partout sur la figure. Il y a une projection d'un désir sur l'usage des femmes, une assimilation de ce désir qui vient du masculin à l'être des femmes. Beauvoir rappelle dans Le Deuxième Sexe que, certes, on appelle les femmes le deuxième sexe, l'autre sexe, le sexe faible, le beau sexe, mais aussi parfois, peut-être parce qu'on n'a pas de temps pour le sexe. Ouais. Simplement le sexe. On trouve souvent des propos dans beaucoup de livres. La confusion, le désordre, la fragilité ou l'hystérie coutumière aux, ouvrez les guillemets, représentantes du sexe, fermez les guillemets. Complètement, ouais. Et Simone Weil dit autre chose. Pour moi, ce truc de Hitchcock, ce truc de Simone Weil forme une espèce de diptyque. Elle dit dans La pesanteur et la grâce, enfin ça a été réuni dans La pesanteur et la grâce, une très belle femme, voyant son visage au miroir, peut croire qu'elle est cela. Une laide sait qu'elle n'est pas cela.
Point. Tout ce que dit Simone Veil est grandiose. C'est une des voix les plus droites qui soit jamais sortie d'un être humain. Et pourtant, je crois que là, elle fait une erreur. Je pense qu'une belle femme qui voit son image au miroir sait elle aussi qu'elle n'est pas cela. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle n'est pas? Ce qu'Hitchcock voyait écrit sur le visage de Marilyn. Le sexe écrit partout sur sa figure. Voilà ce qu'une belle femme sait qu'elle n'est pas lorsqu'elle voit son visage au miroir. Et voilà ce qui peut détraquer, détruire une femme. C'est d'aller dans le monde, d'avoir un être, d'avoir un cœur, d'avoir une conscience, d'avoir une intelligence possiblement ratiocinante, architectonique, qualité traditionnellement attribuée au masculin. Avoir une volonté éventuellement créatrice, une volonté éventuellement forte, inébranlable. Avoir aussi des idées sur la politique, par exemple, ou des idées sur l'art. Et que tout cela doit être claquemuré, reclus, enfermé dans une boîte sur laquelle il y a un dessin, sur lequel il y a le sexe écrit partout. Et rester ça. Alors, je pense que tout ça, maintenant, je suis capable De le formuler. de le formuler, de le comprendre, de l'articuler. À 17 ans, j'en étais incapable. Si j'avais été capable d'articuler ça à 17 ans, je n'aurais pas écrit Elle ni Bubblegum, j'aurais écrit des essais. Mais justement, c'est vraiment... Enfin, ça me parle énormément, ce que vous venez de dire. Et souvent, on a résumé ce roman à sa première phrase. Elle vous a été renvoyée à la figure sans relâche. La première phrase, en même temps, elle est géniale et provocante. La première phrase, c'est « Je suis une pétasse ». Et moi, j'aimerais vraiment lire la suite de cette phrase. Je vais prendre mon souffle parce que c'est un long passage que j'ai envie de lire. Mais je trouve que c'est important d'entendre ce qui suit. « Je suis une pétasse. De celle que vous ne pouvez supporter, de la pire espèce, une pétasse du 16e, mieux habillée que la maîtresse de votre patron. Si vous êtes serveur dans un endroit branché ou vendeur dans une boutique de luxe, vous me souhaitez sans doute la mort, à moi et à mes pareils. Mais on ne tue pas la poule aux œufs d'or. Aussi mon engeance insolente perdure et prolifère-t-elle. Je suis le symbole éclatant de la persistance du schéma marxiste, l'incarnation des privilèges, l'effluve capiteux du capitalisme. En digne héritière de générations de femmes du monde, je passe plus de temps à me laquer les ongles, à me dorer la pilule au comptoir du soleil, à rester le cul sur un fauteuil et la tête dans les mains d'Alexandre Zouari, à lécher les vitrines de la rue du Faubourg Saint-Honoré, que vous, à travailler pour subvenir à vos petits besoins. Je suis un pur produit de la Think Pink Generation. Mon credo, sois belle et consomme. Embrigadée dans le tourbillon polycéphale des tentations ostentatoires, je suis la muse du dieu paraître, sur l'autel de qui j'immole gaiement chaque mois l'équivalent de votre salaire. Un jour, je ferai sauter mon dressing. En lisant ce passage, j'ai écrit cette phrase qui pourrait être une façon un peu plus simple de décrire ce que vous venez de dire. C'est comme résumer elle à « je suis une pétasse », c'est comme parler des cheveux et des chaussures d'une femme qui a une thèse en économie, quoi. Je trouve que c'est exactement la même chose. Il suffit de lire la page suivante pour comprendre qu'il y a déjà une réflexion politique, une réflexion par l'absurde que vous avez décrite. Et pourtant, on vous a renvoyé à la gueule sans relâche. Elle, c'est « je suis une pétasse ». C'est parce que j'ai dit « je ». Ouais. C'est parce que j'ai dit « je », et j'ai dit « je » parce que je suis écrivain, c'est-à-dire j'aime bien les monologues tragiques. Donc par exemple, si j'écrivais l'histoire d'un monstre, j'adore les monstres, je suis complètement obsédée par les monstres. Je suis obsédée par le Minotaure, par exemple. Si j'écrivais l'histoire du Minotaure, je l'écrirais à la première personne. Si j'avais écrit « elle », Machine est une pétasse, elle est comme ci, elle est comme ça. J'aurais eu un ton un peu accusateur, on aurait senti, parce que ce passage, je l'ai écrit en classe pour faire rire un de mes amis. C'était une parodie. C'était un passage satirique à propos de cette injonction dont je parlais, à propos de certaines filles aussi avec qui j'étais amie, et puis d'un certain milieu. Vous côtoyez un lycée du 16e très chic, hein, c'était un peu ça, le milieu. Moi, j'étais à La Fontaine, à voilà. Porte d'Auteuil. Ouais. C'est un lycée du 16e, quand même assez ordinaire. Enfin, ça reste le 16e. Mais j'ai dit j'ai fait quelque chose que peu d'auteurs ou d'autrices
ont tellement envie de faire, c'est que, d'une certaine manière, j'ai écrit ou j'ai parlé du côté du mal, du côté du bourreau ou du côté du maître. Et je l'ai fait parce que il me semblait que cette violence de classe ressortirait davantage si elle n'était pas exprimée par des remontrances, par une moralisation. Si elle était exprimée au contraire telle qu'elle est, c'est-à-dire dans sa violence, dans la violence de son expression, de son propre point de vue. Et on a pensé que c'était moi, que c'était mon point de vue, et que je trouvais ça formidable. Lolita Peel, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue? Je suis devenue, je crois, à peine à la catégorie de sexe. Et j'ai pas été élevée énormément comme une petite fille. C'est-à-dire, ma mère est donc vietnamienne, et chez ma mère, chez les Vietnamiennes, ou en tout cas chez ma mère, il n'y a pas cette culture de ce que Lacan appelle la mascarade. Enfin, une culture du maquillage, de la parure, pas du tout. Donc j'étais un peu ce qu'on appelle un garçon manqué. Bon, c'est pas forcément, c'est une désignation il faudrait y réfléchir à cette désignation. Comment est-ce qu'on devient une femme? Mais vous, la question c'est vous. Moi, je vous ai posé cette question-là à ce moment-là de l'interview parce que je me dis que avoir vécu ce que vous avez vécu à 18 ans, ça a forcément un impact très fort en fait sur la façon dont on vit. Je sais pas, non seulement la féminité, mais aussi l'humanité, quoi. Enfin, je me demande quel type de basculement ça a pu causer chez vous j'allais dire, de subir, en fait, toute cette attention et toutes ces injonctions et toutes ces lectures fausses sur qui vous étiez. Je me demande comment ça vous a changé, en fait. Ça m'a changé, ça m'a meurtri, bien sûr. Bah ouais. Enfin, je vois pas comment il aurait pu en être autrement. Enfin, je crois pas qu'il existe de créatures si endurcies qu'on puisse effectivement être insulté et dénié. Alors surtout, on a dit que je n'avais pas écrit mes livres. Mais je veux en parler de ça. Et j'écrirai peut-être un jour quelque chose, pas un roman, quelque chose de plus théorique sur la question. On a dit que je n'avais pas écrit mon livre. Mais pourquoi? C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de cette pauvre Marilyn. Peut-être que moi aussi, pour ceux qui m'observaient, j'avais le sexe écrit partout sur la figure et ça va si on s'arrête une seconde. Mais ça va. Ouais, c'est cool. Faut que je me débloque parce que carrément. J'ai plus l'habitude de parler en fait. Ouais, mais ça t'inquiète. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de Crépuscule Ville. C'est un roman policier d'anticipation. Et quand il est sorti, je l'avais adoré. Je me rappelle même que je vous avais envoyé un petit mail pour vous le dire. Et voilà, donc vous imaginez une ville futuriste où le bonheur est obligatoire, où l'on trouve l'amour grâce à un traceur qui permet de repérer la personne qui vous désire la plus proche de vous géographiquement. Et pardon, mais c'est quand même Tinder, que vous avez imaginé 4 ans avant que ce soit créé. C'est un roman politique, une satire sociale, désespérée. Et là encore, il y a une grande violence. Et pour le coup, les critiques ne comprennent pas du tout votre roman. Il est quand même assez cruellement assassiné. En fait, j'ai l'impression surtout qu'ils comprennent pas que vous avez grandi, que vous avez changé. Et bizarrement, on a encore envie de vous renvoyer à cette jeune femme que vous étiez au moment où vous avez écrit Elle, alors que vous avez 6 ans de plus, certainement vu des choses. C'était quoi pour vous ce livre? Il marquait quel moment? Écoutez, au risque je voudrais pas plomber tout le monde. J'ai commencé pas mal de romans où, mais dans une démarche extrêmement heureuse, comment dire, dans un désir de progrès. Je commence des romans où je tue ou je suicide une espèce de double, d'héroïne un peu double, et qui réunit les qualités qu'on a attribuées à ce personnage inventé par une espèce de subjectivité majoritairement masculine à l'époque et qu'on a appelé de mon nom, qu'on a appelé Lolita Peel.
Euh, Moi, j'ai jamais été célèbre. Moi qui vous parle, je n'ai jamais été célèbre. On n'a jamais parlé de moi, on ne me connaît pas. Tout ce qui a été mis en avant, discuté, montré, était un personnage fabriqué par les préjugés des personnes qui, à cette époque-là, décidaient de la culture et décidaient si un artiste, un auteur, une autrice était ou non légitime. Donc lorsque j'ai écrit mon 3e roman, ces logiques-là, ces forces-là étaient toujours à l'œuvre. Et ce roman, comment dire, on ne l'a pas ouvert avec neutralité. Si on l'a ouvert, ces dernières années, j'ai rêvé, j'ai fantasmé sur l'idée de sortir Elena les joueuses et toute la série que j'ai écrite, le journal intersexe, sous pseudonyme. J'ai repris mon nom, c'est d'ailleurs mon pseudo sur Instagram, Aliopelt, un truc que personne n'arrive à prononcer, et tous mes amis me disent mais tu peux arrêter avec ce... Aliopelt, c'est un anagramme de Lolita Pie. Je voulais publier mes livres sous ce nom impossible, ce à quoi mon éditeur se serait, je pense, vigoureusement opposé. Tellement, à un moment, on m'a quasiment exproprié de mon nom, de mon apparence, pour faire de ce nom et de cette apparence une poupée vaudou, une effigie, un croque-mitaine, un monstre moral. Donc, ceci pour faire la transition entre ce dont on parlait un peu plus tôt et Crépuscule-Ville. Quand j'écris Crépuscule-Ville, je crois que j'avais dû intérioriser un peu tout ça. J'écris un roman dans une tradition américaine, un roman qui s'appelle le roman hard-boiled, le roman de dur à cuire, le roman de badass, quoi. Le roman viril. Aliénation totale du masculin. Et en même temps, je renie pas, parce que je ne crois pas, comme je ne crois pas au genre, je ne crois pas qu'il y ait un certain lot de qualités qui s'attache au mâle et un certain lot de qualités qui s'attache aux femelles humaines. Je ne crois pas que la virilité soit le propre des mâles. On a nommé virilité le courage, l'ardeur, l'impétuosité, l'endurance à la souffrance. Ok. Dans ce cas, toutes les femmes que je connais sont très, 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 très viriles. Ouais. Mais une femme virile, qu'est-ce que c'est ? Ce serait une femme d'un coup. Les jeux du langage étant ce qu'ils sont, on imagine immédiatement des signes hormonaux d'ailleurs. On imagine un monstre. De virilité. On imagine tout de suite des choses par rapport à, je sais pas, à l'implantation des cheveux ou à la carrure, à la voix, enfin bon. Donc c'est un roman de dur à cuire, avec un personnage héros qui boit comme un trou, qui se fait frapper tout le temps, qui se bat. Mais c'est marrant parce que donc Sid Paradine, qui est le flic alcoolique et dépressif et complètement désabusé, voilà, c'est vous, c'est un peu votre Madame Bovary, quoi. Donc c'est drôle parce que j'ai vu dans une interview, vous dites voilà, moi aussi j'ai quelque chose d'exténué, d'alcoolique et en manque de révolution, et alors, quoi. Et on refuse d'entendre ça. C'est quelque chose qui est complètement encore inaudible. Que les femmes... Que c'est vous. Que je suis un homme, que je suis aussi un homme. Que vous avez pu mettre des choses qui relèvent de votre vécu, de votre personnalité dans un personnage masculin. Ça a l'air de complètement échapper au cerveau des personnes qui accueillent le livre, quoi. Je crois qu'il y a quand même, Dieu merci, on est en 2019 et plus en 2002. Et je crois que il se passe quand même quelque chose. Ouais. Mais encore une fois, c'est mon erreur. Il aurait fallu que j'écrive ce livre avec une héroïne féminine. Et pourquoi ? Vous aviez bien le droit de créer un flic mec si vous aviez envie. Est-ce qu'on a reproché à Flaubert d'avoir inventé Madame Bovary, quoi ? Parce que j'ai pas moi-même opéré le déplacement. J'ai pas moi-même opéré l'opération. Opéré le déciment, c'est-à-dire que il a fallu que je me projette, que ces qualités-là, qui sont dans beaucoup de femmes, pas dans toutes les femmes. Toutes les femmes, quand elles voient une bagarre dans la rue, n'ont pas envie de se jeter dedans en disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi, non, je vais arbitrer votre querelle, je vais faire la justice dans la cité, etc. Toutes les femmes n'ont pas ce truc d'être attirées bizarrement par la bagarre. Ma sœur, quand elle voit une bagarre, elle a d'ailleurs un comportement très raisonnable, elle change de trottoir. Moi, quand je vois une bagarre, ça m'intrigue.
je ressens une attraction pour un événement comme une bagarre. Eh bien, cette attraction-là, je la projette dans une forme masculine. Je l'ai projetée dans une forme masculine parce qu'il y a 10 ans, je n'avais pas encore compris. Je comprends, ouais. Je m'interrogeais là, très récemment, hier, avant-hier, parce que je ressors un livre, donc nécessairement, je suis de nouveau confrontée au jugement et au regard d'autrui, notamment celui de la presse parisienne. Et j'ai passé vraiment des années à travailler et à m'interroger sur ce que pouvait être le roman, ce que pouvait être encore le roman, sur la manière de perpétuer un beau français, le français de Bossuet, le français de Chateaubriand, dans une langue qui susciterait quand même une impression de familiarité de la part d'une lectrice ou d'un lecteur aujourd'hui. J'ai travaillé sur la tragédie, j'ai travaillé sur les mythes, j'ai travaillé sur... Enfin, j'ai eu des préoccupations de philologue et aussi des préoccupations je sais pas, d'économiste. Quoi que j'écrive, à partir du moment où mon livre, on ne l'ouvre pas. Ou si on le lit sans l'ouvrir, si on le lit avec son gros filtre de mépris pour le personnage que j'ai incarné, qu'on m'a fait incarner il y a 17 ans, ça restera dans les profondeurs. Alors, comme tu as pu le... On peut switcher au-dessus si tu veux, Lolita. Soyons nous-mêmes. Ouais, ok. Je te propose, Lolita, qu'on ouvre Elena et les joueuses et qu'on le lise. Et j'ai sélectionné un petit passage qui est plutôt vers le début du livre. Est-ce que tu veux bien nous le lire ? Ok. Mais la mienne d'histoire n'est pas tragique comme celle de Swazik. Mon squelette est au grand complet et tous ses os découplés et articulés d'une façon plus que satisfaisante. Force, dimension et qualité, mon corps répond aux critères de la compétition. Tous ceux qui me connaissent peuvent le certifier. Je suis née agressive, agile et intrépide, sauf quand il y a une guêpe. J'ai tant gagné que je sais perdre de bonne grâce. Avant 15 ans, on vantait ma bonne psychologie. Oui, j'étais le bon cheval et on misait sur moi. En 20 ans de tennis, je ne me suis jamais blessée. Je ne suis même jamais tombée. Je n'ai pas été la chose du hasard. Non, ce n'est pas à la vicissitude que je pourrais attribuer mon échec. À un croche-pied des dieux, la malveillance des astres ou la corruption du monde, mais à moi-même, la jeune fille que j'étais. On aurait dit une carence, une enzyme que j'arrivais pas à sécréter, mais pas sur le plan organique, sur le plan moral. J'étais sans conviction, détachée. À l'époque, avec Catherine et toute la bande, on érigeait ça en attitude ultime. J'allais à l'entraînement un jour sur 2. Quand je daignais me pointer, j'étais pas à ce que je faisais. Je décevais sans que ça me tourmente une seconde, un entraîneur rigoureux et dévoué que je ridiculisais dès qu'il avait le dos tourné en imitant son accent du Nord. Assez serment bien intentionné, je répondais qu'il n'y avait pas que le tennis dans la vie. Bref, je me suis laissée sombrer sans lever le petit doigt, bien certaine que mon génie accourrait pour me sauver quand l'envie me prendrait de le siffler comme un chien. Je me croyais indestructible, aimée des étoiles. Cette affinité imprévue entre deux petits os contre laquelle s'est brisée la carrière de Swazik Gray, ce grain de sable, je ne le portais pas dans ma chair. Le problème était dans mon caractère. J'aimais jouer, j'aimais la victoire, mais j'y mettais peu d'âme, peu de cœur. Quand j'ai un rêve à me défendre devant un juge du meurtre de mes possibilités comme d'un infanticide, l'angoisse m'émiette le visage car je cherche un argument pour me justifier et rien. J'étais libre. Voilà mon histoire, donc voici la conclusion ironique. Favorisée comme je l'étais, si j'avais réussi, je ne l'aurais pas dû à mes seuls mérites. Par contre, je peux me glorifier de devoir mon échec à ma propre inconsistance. J'adore cette phrase. Il est extraordinaire ce passage. Tu trouves ? Ouais, je l'adore. J'adorais ton livre, Lolita. Merci. Il y a énormément de choses que j'ai adorées. Alors, j'ai évidemment dû sélectionner quelques petits, disons deux points qui me semblent intéressants. Tu viens de parler de Virginia Woolf et de son suicide. Et le suicide est très présent dans tout le roman. Il flotte comme un spectre, comme un fantôme. On sent qu'il menace pendant tout le long. Et je trouve que tu le manipules avec une grande délicatesse. Et tu dis cette phrase que j'adore, le dire, donc dire je vais me tuer, le dire c'est ôter de son pouvoir à l'acte. C'est un acte qui se nourrit de silence. Et je sais pas, pour moi ça me parle en fait d'une statistique qui est que les femmes commettent beaucoup plus de tentatives de suicide que les hommes, mais que les hommes arrivent mieux à se suicider que les femmes. Je sais pas ce que ça t'inspire.
Sylvia Plath, ça s'est mis la tête dans le four, non? Ouais, tout à fait. Et Virginia Woolf a rempli ses poches de cailloux et est allée se jeter dans l'Ouse, la rivière à côté Ouais, elles ont réussi. de chez elles. Elles ont réussi. Et puis, c'est pas les seules. Hein. Là, c'est à elles que je pense. C'est des écrivaines. Et elles se sont suicidées. Mais il y a un fait divers terrible qui est arrivé à New York dans les années 20. C'était l'incendie des chemiseries Triangle. C'est près de Union Square. Et les ouvrières, c'est des ouvrières immigrées du sud de Manhattan, des Italiennes, des Juives, des Grecs probablement. On les enfermait dans l'atelier pour éviter qu'elles prennent des pauses intempestives, à y voir leurs petits amoureux ou je ne sais pas quoi. Et l'immeuble a pris feu. C'était un de ces vieux immeubles de, je sais pas, East Village, quelque chose comme ça. On imagine que ces immeubles prenaient feu très facilement. Elles étaient enfermées dans l'immeuble. Et comme bien des gens, hélas, enfermés dans des immeubles en flammes, elles ont sauté par la fenêtre, en masse. Je voudrais pas faire des parallèles outranciers, mais à certains moments, on est enfermé dans l'objet, dans cette espèce d'objet forcé, objet du désir forcé, sujet du silence forcé, qu'est la féminité, la femme pour celui qui la domine. Un peu comme dans une maison en proie à un incendie, ou en tout cas à quelque chose d'oppressant, de très oppressant, dont on voudrait sortir. Et on pourrait parfois avoir envie d'en sortir de cette manière. Je ne sais pas si ce que je dis a un écho. Alors évidemment, ne le faisons pas. Ne le faisons pas parce que la lutte est possible. La lutte est possible et sur le plan collectif et sur le plan individuel. Virginia Woolf s'est tuée. Mais Virginia Woolf... enfin, son monument se dresse jusqu'aux étoiles. Enfin, je veux dire, ce qu'elle a fait pour... et puis pas simplement pour les femmes. D'abord, ce qu'elle a fait pour la poésie, ce qu'elle a écrit en poésie, parce que Virginia Woolf n'était pas qu'une féministe. C'était aussi tout simplement une des plus grandes écrivaines de l'histoire. Peut-être parmi les 10, où je mets évidemment Dante, où je mets évidemment Virgile, où je mets évidemment Proust, et pour n'oublier personne, où je mets évidemment, je sais pas, Thomas Mann, ou... Bon, il y a Virginia Woolf. Je connais pas la littérature, et Tolstoï, enfin bon, il y a Virginia Woolf, et il y a Émilie Brontë. La création est possible. Nous ne sommes pas enfermés dans l'immeuble. La porte est difficile à ouvrir. L'atmosphère y est parfois très, très oppressante. Mais il est possible de casser le mur, d'ouvrir la porte. Seul ou à plusieurs. Enfin, voilà ce que je pense ou ce que j'essaie de penser. Tu dis à plusieurs, et c'est un autre aspect qui me semble hyper intéressant dans le roman, qui en fait s'ouvre, je pense, un bon quart du début du roman, enfin un bon quart du roman en fait. C'est une discussion entre trois femmes qui sont amies, qui se connaissent bien, qui se soutiennent, qui se chambrent aussi, et qui sont assez violentes et assez cassantes les unes avec les autres, mais on sent un très profond soutien. Et je trouve qu'il y a que le fait que le roman s'ouvre sur cette scène d'amitié, il y a aussi une célébration d'une forme de solidarité et de communauté entre femmes. Alors, il y a deux choses. D'abord, j'ai dû lire, je ne sais plus où, que la littérature était née du bavardage des vieilles femmes sur les bancs en Grèce. Mmh. Là, les légendes. Et Homère arrive bien plus tard. Et j'ai eu envie de commencer Helena par ça. En plus, il y en a 3, donc bon, le chiffre 3, c'est particulier. Ça fait aussi un petit peu penser aux 3 déesses qui doivent choisir... aux 3 déesses entre lesquelles Paris doit donner la pomme.
Donc déjà, j'avais envie de commencer ce livre par une forme d'affirmation de l'origine féminine de la littérature, d'une origine féminine et villageoise et populaire de la littérature. Et ensuite, oui, parce que je les appelle tout le temps meufs, elles s'appellent meufs. Sans les meufs, je pense que j'aurais sauté par la fenêtre de l'immeuble en flammes depuis longtemps. Si j'avais pas eu mes meufs pour je sais pas, être là, m'apporter une force, puis aussi Beauvoir, elle répète tout le temps ce mot allemand barbare dans le IIe siècle, le Mitsein. Je sais pas si je prononce bien. Ce serait l'être avec, être avec. J'ai pas lu Heidegger, donc ça se trouve, j'ai pas très bien compris le concept. Il faut que je m'y attelle. Être avec, avoir un nous. C'est tellement important d'avoir un nous. Il y a aussi un moment que je trouve intéressant, et c'est justement le moment où se clôt ce huis clos de femmes qui ouvre le livre, où arrive l'homme, où arrive Ismaël, donc le meilleur ami d'enfance, puis fiancé, pardon pour le spoiler, d'Elena. Et on passe d'un début assez foisonnant, plein de dialogues, à un moment qui est un peu plus suspendu, un peu plus contemplatif que ce personnage, je trouve, apporte au livre. Et je trouve que la façon dont vous décrivez Ismaël est tendre et lumineuse, même si elle est aussi un peu cruelle et ironique. Et ça m'a fait penser au titre d'un roman de Marie Darrieussecq, Il faut beaucoup aimer les hommes. Est-ce qu'il faut beaucoup aimer les hommes, Lolita Piel? Hélas, oui. Et de toute manière, pardon de citer beaucoup, mais c'est vrai que nos meufs, c'est aussi Beauvoir, Woolf, Carson McCullers. Enfin, c'est aussi les autrices qui ont été là aussi par livre interposé, par pensée interposée, n'étant plus là ni géographiquement ni métaphysiquement. Elle disait, Beauvoir, la révolution féminine n'est pas une révolution semblable à l'autre révolution, à la révolution sociale. Parce que si on pouvait définir les hommes comme des ennemis, ce qui n'est pas vraiment, moi, ma définition, ces ennemis-là seraient nos frères, nos pères, nos amants, nos fils, nos cousins. Comment faire ? Comment une déchirure pareille, comment une déchirure pareille est-elle possible ? Évidemment que moi j'ai 36 ans, j'ai plus 22 ans. J'ai énormément travaillé, j'ai énormément écrit. Et oui, à 22 ans, je me serais fait des peintures de guerre sur les joues et j'aurais peut-être attrapé, je sais pas, les cocktails Molotov ou les baramines. Et j'ai 36 ans et je suis physiquement épuisée. Alors, je suis très heureuse s'il y a des féministes en guerre et je les soutiens. Et moi, évidemment, j'aimerais qu'on puisse vivre en harmonie. Bien sûr, c'est un petit peu utopiste parce que, hélas, l'histoire a quand même bien montré que la domination et le privilège n'étaient pas des choses que leurs propriétaires lâchaient de bonne grâce. Il faut les arracher, il faut les prendre, et par la violence. Donc oui, il faut beaucoup aimer les hommes. Parce que la chose se retourne. La question, c'est pas tellement est-ce que c'est aux féministes de beaucoup aimer les hommes ? Est-ce que c'est aux féministes de faire ce chemin-là ? La question de faire ce chemin-là vers leurs frères, vers leurs pères, vers leurs fils, vers leurs mecs. La question, c'est hommes, comment avez-vous pu faire ça à vos femmes, à vos filles, à vos mères, à vos sœurs ? Comment pouvez-vous dominer vos mères, vos femmes, vos filles, vos sœurs ? Comment pouvez-vous ignorer qui elles sont ? Comment pouvez-vous agir envers elles de cette manière ? Exercer sur elles, porter sur elles ce regard, les priver ainsi de liberté, refuser d'entendre leurs doléances ou leurs exigences. Que demandent les féministes ? Que demandent les femmes ? Premièrement, la sûreté. À ne pas être agressée, à ne pas être frappée, à ne pas être violée. Et là, en face, on a quelqu'un... Ah, vous voulez nous couper la bite, ouais. Bande de malades. Projection, je ne sais pas.
la- on demande quelque chose de, somme toute, fort raisonnable. Et on le demande, somme toute, fort poliment. Et nous sommes maquillés, identifiés à la guérilla, je sais pas, à une bande D'Amazon, de un peu, Mohicanes qui ouais, débarquent avec les ouais. rasoirs pour scalper, pour... Bon, cela dit, si je peux me permettre, Ismaël, tu lui as un petit peu coupé la bite quand même. Mais est-ce que précisément, c'est pas les valeurs masculines, les valeurs viriles, cette histoire de bite? C'est-à-dire, est-ce que les femmes, c'est les femmes qui ont décidé dans l'histoire que serait reconnu dans la société celui qui avait une grosse bite et qui savait, qui pouvait s'en servir avec une femme, plusieurs femmes, etc. Est-ce que c'est les femmes qui ont décrété la puissance et l'impuissance, qui ont assimilé la puissance dans notre monde, dans notre espèce, à la puissance virile, à la puissance sexuelle masculine? Je sais pas, je crois pas. Je crois pas. Et puis, la castration, c'est toujours, on le remarque, d'un homme ou d'un groupe d'hommes sur un autre homme. Et souvent, pour des raisons rituelles. Un homme doit exercer une certaine dignité, donc il doit être pur, être chaste. Et cette chasteté passe par cette monstruosité qui n'a pas été conçue, je crois, par une conscience féminine, qui n'est pas née dans une conscience féminine, de la section du membre viril. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont auto-châtrés. Beckett parle à la fin de Moloch du cordonnier Lova qui s'est enchâtré, s'est suicidé. Dans les cultes grecs aussi, il y avait beaucoup de types qui, dans l'ivresse, se châtraient eux-mêmes. Bon. Les femmes ne coupent la bite à personne. Merci pour ce rappel. Et sans transition, je te pose la question rituelle de la poudre. Comment t'entends-tu avec ton utérus? Comment je m'entends avec mon utérus? Oh là là, terriblement mal. Terriblement mal. Moi, j'ai tout. J'ai des PMS, j'ai un déficit hormonal, j'ai pas de progestérone. Donc c'est un film d'Almodovar. Mais je l'assume pleinement, précisément. Je crois qu'on a du mérite de réussir à faire tant de choses malgré cette opposition parfois agressive du système hormonal, du système reproducteur, je ne sais pas comment l'appeler. Ouais. J'en parle bien de mon utérus, oui. Ouais. J'avoue que parfois, je parlais des hommes qui s'auto-émasculaient. Parfois, j'aimerais bien m'en débarrasser. Qui me laisse tranquille. On a beaucoup parlé de Virginia Woolf pendant cet entretien et je t'en remercie. Il y a une question que je pose à toutes les femmes qui viennent ici et je sais que tu as une réponse certainement particulière à lui apporter. Est-ce que tu as accès à ta chambre à toi? Est-ce que j'ai accès à ma chambre à moi? Tu viens un peu d'y passer 10 ans, quoi. Je n'ai accès... J'ai accès à ma chambre à moi. J'aimerais bien maintenant que d'autres personnes accèdent à ma chambre. C'est-à-dire c'est le contraire. Je me suis isolée et j'ai eu ma vision, comme dit Virginia à la fin du voyage au phare. Et Librisco reposa le pinceau épuisé et songea, j'ai eu ma vision. J'ai eu ma vision. J'ai pas fini d'écrire. Qui a fini quoi que ce soit à 36 ans? Et à présent, j'ai plutôt envie... Je suis un peu dans les mêmes dispositions qu'à 14 ans, quand je n'avais qu'une seule envie, c'était quitter ma chambre, que ce soit en tressant mes draps ou en faisant le mur et m'enfuir dans la nuit, quoi. Ça évoque quoi pour toi, la poudre? Ça évoque les rumeurs. Ce qui se répand comme une traînée de poudre. D'un des phénomènes les plus intéressants, je trouve, dans la société. La rumeur, ce qui se propage. Les nouvelles qui se propagent.
Il faut un mot de la fin, là. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Lolita. Merci, Laurent. Merci à Lolita Pile d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Gaïa Marty, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Charles de Cilia. Le générique est une variation sur la chanson L'appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission ? Je vous aime aussi. Alors s'il vous plaît, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à essaimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram @lapoudretv, sur Twitter @lapoudrene et sur Facebook sur la page La Poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquer sur La Poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencer, Quoi de Meuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre Lit, où nous recommandons toutes les 2 semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. À très vite et continuez de faire parler la poudre. Cet épisode de La Poudre a été enregistré à l'hôtel de Berry dans le 8e à Paris. J'aime leurs chambres spacieuses et lumineuses aux murs couverts d'œuvres d'art inspirantes. Et ce calme. Si vous l'entendiez, vous n'auriez comme moi jamais envie de quitter l'atmosphère apaisante de ce lieu. Merci à l'hôtel de Berry d'offrir cet écrin à la poudre.